Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, mobilisation du 10 septembre 2015. Actualité en France, actualité en Europe avec la crise des migrants et pour finir, actualité en Syrie. Tout de suite, Côte d'Ivoire, mobilisation du 10 septembre 2015. Côte d'Ivoire, la désobéissance civile prend de l'ampleur. Ça bouge en Côte d'Ivoire, la désobéissance civile prend de l'ampleur. Cocody Riviera dit non à la violation de la Constitution et réclame la libération des prisonniers politiques. Yopougon, Texaco, le carrefour a été paralysé. Le peuple déterminé qui est sorti du côté d'Aboisseau, selon les informations des camarades sur place, grossit en nombre. Malgré la tentative de dispersion par les gaz lacrymogènes, la population a continué d'arriver en grand nombre pour défendre leur pays et leur constitution. Gagnoa, en mouvement depuis 5 heures du matin, les populations s'opposent par des manifestations dans les différents quartiers pour s'opposer à la violation de la Constitution. La ville de Gagnoa, Soubré, Issia, Bonoua et Aboisseau sont en mouvement depuis ce matin pour dire non à la violation de la Constitution. Désobéissance civile. Ce qui a cours en ce moment en Côte d'Ivoire n'est pas un meeting pour que l'on puisse demander à son prochain « c'est où ?» Ce n'est pas non plus une réunion politique pour qu'on demande « ça finit à quelle heure ?» La constitution ivoirienne vient d'être violée par et pour un individu qui abuse de sa position de chef d'État pour imposer au peuple son diktat et faire de ses humeurs une loi. La population ivoirienne a donc décidé de lui désobéir jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli dans le pays. Nous sommes donc dans une situation de désobéissance civile à durée indéterminée. Haut les cœurs, camarades, la liberté vaincra. Alassane n'a pas gagné les élections. Il prenait. Lui-même il prenait. Gbagba a gagné les élections. La France n'a pas voulu. Ils ont enlevé Gbagba par la force. Ils ont planté Alassane. Mais aujourd'hui, on ne peut pas Alassane aux élections. Respecter la constitution ivoirienne. Respecter la France. Respecter la constitution ivoirienne. Nous avons une constitution en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'Alassane Youssouf Bakayoko. Quel que soit les candidats ou non, nous demandons le départ de Youssouf Bakayoko à la tête. Si Ouattara est juste comme cela, qu'à 70 ans, nous demandons aussi son départ. On ne veut plus d'Alassane Ouattara. S'il veut résister, nous allons demander le quitter. On veut plus le départ, on veut aussi le départ de Youssouf Bakayoko. S'il veut venir, dans ce cas, lui aussi va partir. Là. Il a gardé là, il s'est gardé ici là. Il s'est gardé. Tout de suite, les titres de l'actualité en France. L'Europe a été bouleversée par la photo du petit garçon mort noyé pendant un périple depuis la Syrie. Utilisant le tragique de ce cas particulier, les dirigeants européens avancent vers une ouverture des frontières pour les immigrés illégaux, une orientation décidée sans aucune consultation du peuple. Alors que de nombreux clandestins fuient la Syrie pour rejoindre l'Europe, la France va rejoindre une coalition militaire internationale contre l'État islamique. Le président syrien Bachar el-Assad pourrait également être ciblé. Tout de suite, Europe, crise des migrants. Personne n'est demeuré insensible à l'image insoutenable de ce petit enfant syrien noyé et ramené par les flots sur la côte de la Turquie, dont sa famille était partie. Pour autant, ce n'est pas cette image, aussi forte et dramatique soit-elle, qui doit aujourd'hui guider les réponses face à cette déferlante migratoire sans précédent sur l'Europe. Car cette tragédie, elle est celle du laxisme, elle est celle de la faiblesse, de l'impuissance, de cette incitation à l'exode organisée précisément par la faiblesse de nos dirigeants qui jouent comme une hormone de croissance sur les réseaux mafieux de passeurs. En l'espace de quelques jours, le degré d'angélisme est devenu inégalé. C'est à qui recevra le plus de migrants dont le statut juridique reste celui de clandestin, faut-il le rappeler. Les passeurs seraient-ils devenus des passeurs en zone libre?
Cette instrumentalisation de l'article 98 de la Convention de Montego Bay pour forcer la main aux bonnes âmes est aussi un chantage d'État au plan international. C'est pourquoi les véritables coupables de la mort de cet enfant syrien ne sont pas les peuples européens que l'on voudrait aujourd'hui culpabiliser chaque jour davantage. Les véritables criminels, nous les connaissons. Je les accuse aujourd'hui, directement et indirectement, d'être à l'origine du double drame pour les migrants aujourd'hui et pour les populations européennes demain. J'accuse les principaux dirigeants internationaux et européens à Washington, Londres, Paris, Bruxelles, pour ce qui nous concerne, plus directement Nicolas Sarkozy et François Hollande, frères jumeaux de l'immigrationnisme absolu, d'avoir organisé le chaos en Irak, en Syrie, en Libye, sous la coupe de leur inspirateur Bernard-Henri Lévy. Ce chaos a favorisé l'islamisme le plus radical et le plus barbare. Ils en portent une responsabilité devant l'histoire. J'accuse l'ONU, de concert avec la Commission européenne, d'organiser sciemment la submersion migratoire de l'Europe. Faut-il rappeler que les technocrates de l'ONU demandent l'accueil de 120 millions d'immigrés extra-européens sur notre continent et que le commissaire européen aux affaires intérieures réclamait il y a quelques jours encore que l'Union européenne accueille 50 millions d'immigrés d'ici 2060. J'accuse les promoteurs et les défenseurs des accords de Schengen d'avoir fait de l'Europe l'endroit du monde le plus ouvert à l'immigration mondiale et d'avoir fait de Frontex puis de Triton non pas des moyens destinés à lutter contre l'immigration mais à favoriser les clandestins. J'accuse le gouvernement islamiste turc et singulièrement son président d'avoir favorisé l'expansion de l'État islamique et des autres groupes terroristes en Syrie. J'accuse les monarchies pétrolières d'avoir, comme le Qatar, financé ces fondamentalismes et de refuser aujourd'hui de payer les pots qu'ils ont cassés. J'accuse les responsables politiques français de dévoyer totalement le droit d'asile. Faut-il rappeler que celui-ci est tant dans notre tradition que dans notre droit strictement réservé à des militants ou responsables politiques persécutés par leur propre gouvernement. Or, ce n'est absolument pas la situation qui prévaut pour la quasi-totalité des migrants clandestins. J'accuse les responsables politiques français de mentir en récidive aux Français en indiquant que l'on peut décemment accueillir cette immigration économique car il s'agit là d'une immigration économique. Il suffit pour le vérifier d'aller à Lampedusa ou d'aller à Calais, alors que la France a aujourd'hui 7 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres. J'accuse la chancelière allemande d'imposer après la monnaie, la finance, l'agriculture, un autre modèle allemand pour l'ensemble des peuples européens en matière migratoire cette fois-ci. Il est proprement scandaleux que l'Allemagne annonce dès à présent qu'elle accordera l'asile à 800 000 migrants clandestins au bas mot, alors que lorsqu'ils seront régularisés, ils pourront aller s'installer dans n'importe quel des pays de l'Union européenne. C'est pourquoi, avec nos amis néerlandais, britanniques, italiens, polonais, roumains, belges, flamands et autrichiens, nous organisons dès à présent la riposte des peuples européens pour proposer des solutions nationales visant pour chacune des nations européennes à reprendre la main sur l'ensemble des instruments de sa souveraineté. Les annonces de M. Juncker exposant, menaçant les différents pays entre guillemets récalcitrants à des sanctions financières très lourdes est un véritable scandale. Mais elle a au moins l'avantage de mettre fin à la fiction de la souveraineté des pays en matière d'immigration que pourtant les responsables politiques et les médias nous assènent depuis des années. En France, malgré l'offensive médiatique sans précédent, 55% des Français suivent nos positions. Ils seront davantage demain quand leurs yeux, loin du fatras médiatique, se seront décilés face à la réalité de la présence massive des migrants clandestins. Les peuples européens savent qu'il s'agit pour eux d'une question vitale pour la survie de leur prospérité, de leur identité et, j'ose le dire, de leur sécurité et de leur liberté. Gouverner, c'est prévoir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les dirigeants européens ont déjà lourdement failli. Et pour finir, actualité en Syrie. Le 21 août 2015, la radio-télévision suisse SRF titrait sur son site web, je cite, « Le combat des USA contre l'OI ne fonctionne pas comme planifié. Le groupe terroriste OI, État islamiste, arrive toujours à s'approprier des terres ou au moins à les conserver en Syrie comme en Irak. Et cela alors même que le président américain Barack Obama a ordonné il y a un an une guerre aérienne contre l'organisation terroriste, selon SRF.
Le fait est que depuis le début de la coalition anti-OI sous la direction des USA et le début de leurs attaques aériennes sur des positions de l'OI, ce dernier n'a pas été affaibli de façon notable. SRF explique cela en donnant la parole à un ancien chargé de formation en stratégie militaire, l'Américain Gary Anderson. Celui-ci aurait prétendu que les territoires occupés par l'OI ne pouvaient pas être reconquis avec uniquement des attaques aériennes et les troupes irakiennes. Mais cette explication est-elle plausible quand on voit comment la Libye a été complètement détruite en 2011 par les bombes de l'OTAN et comment le régime de Kadhafi a été renversé? C'est pourquoi se pose la question de savoir si le gouvernement américain combat vraiment des positions de l'OI comme il le prétend, ou s'il poursuit quand même un autre but. La réponse à cette question, le gouvernement américain l'a donnée lui-même. Ainsi, le 5 juillet dernier, le ministre de l'Extérieur américain a répondu à la question d'un journaliste, je cite, « Nous ne savons pas sur quelle base juridique ont lieu les attaques aériennes contre la Syrie. » Oui, vous avez bien entendu. Contre qui les attaques aériennes sont-elles tournées? Pas contre l'OI comme on le déclare officiellement. Non, contre la Syrie. C'est donc ça le but réel. Le président syrien Bachar el-Assad a dit à ce sujet en mars 2015 dans une interview devant des journalistes russes, je cite, « L'armée syrienne, son matériel et ses bases n'ont pas été bombardées, certes, mais on bombarde l'infrastructure qui appartient au peuple syrien et cela a pour nous, le peuple et l'État, des effets négatifs. » Une autre réponse à la question de savoir si c'est vraiment possible que l'OI n'ait pas été affaiblie de manière notable a été donnée par le président Assad dans cette même interview. Vous allez entendre maintenant sa réponse comme une contre-voix. La soi-disant coalition anti-ISIS effectue environ 10 attaques aériennes par jour en Syrie et en Irak. À cette coalition anti-ISIS appartiennent environ 60 pays riches. En même temps, l'armée aérienne syrienne, relativement petite en comparaison, entreprend environ 20 à 50 attaques aériennes par jour contre l'ISIS. Même si l'on n'est pas un expert militaire, on peut reconnaître à cela que la coalition anti-ISIS ne poursuit pas vraiment le but de combattre l'État islamique. Nous pouvons dire directement que la coalition anti-EI n'a lancé aucune véritable opération anti-terreur jusqu'à ce jour. L'armée syrienne cause plus de dégâts à l'EI sur le champ de bataille en un jour que la coalition anti-EI en plusieurs semaines. C'est une supercherie. Et ce n'est pas seulement d'un point de vue militaire que la coalition anti-ISIS n'a pas de sens, mais aussi d'un point de vue politique, car une organisation anti-terreur ne peut pas être constituée par les mêmes États qui soutiennent les terroristes. C'étaient les paroles de Bachar el-Assad. Barack Obama a admis lui-même le 6 juillet dans une conférence de presse au Pentagone que la coalition antiterreur sous la direction des Américains soutenait l'OI. Je cite Obama. « Nous accélérons la formation des forces OI en Irak. » Voici ce qu'a déclaré Barack Obama, à moins que ce soit un lapsus. En tout cas, cette déclaration est toujours disponible sous cette forme sur la page YouTube de la Maison-Blanche. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. En apparence, le gouvernement américain combat donc l'OI. Mais ceci n'est qu'un prétexte pour continuer à travailler en toute quiétude à affaiblir et à éliminer complètement Bachar el-Assad et son gouvernement. Comme nous l'avons montré dans notre émission « La guerre américaine pour les ressources », le gouvernement des USA poursuit avec fermeté le but suivant. Chaque État du monde qui ne veut pas céder devant son pouvoir devra malgré tout s'y plier. Et il est indéniable que la Syrie est de cela. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.